Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très contente d'être ici aujourd'hui pour pouvoir vous parler de mon projet de thèse qui porte sur la découvrabilité du livre numérique au Québec. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement Prune et Mélodie de m'avoir invité dans le cadre de cette conférence-là et de me donner la possibilité de parler de mes travaux de recherche sur le sujet de la découvrabilité. Dans la conférence d'aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter mon projet, donc la problématique et les principales questions de recherche et la méthodologie de recherche aussi que j'ai développée pour pouvoir travailler sur mon sujet. Et je vais ensuite me pencher sur l'analyse des toutes premières données de recherche que j'ai pu étudier. Je veux d'ailleurs mentionner d'entrée de jeu que je ne suis pas encore dans la fin de l'analyse, donc je n'ai pas encore terminé de faire l'analyse complète de toutes mes données. Et vous allez voir tout à l'heure que des données, j'en ai pas à peu près. Donc, la présentation d'aujourd'hui va surtout être orientée sur un seul des trois principaux aspects de ma thèse, qui est l'analyse de la présence de la production éditoriale du Québec en ligne sur 5 plateformes de vente. Plus précisément, ce que je vais vous partager aujourd'hui pendant la conférence, ce sont les trois principaux constats que j'ai pu dégager après avoir fait un premier dépouillement de mes données de recherche dernièrement. Et donc, je vais vous montrer aussi comment ces constats-là, ces trois constats, soulèvent des enjeux majeurs dans la commercialisation du livre québécois en ligne. Et je vais vous les donner d'emblée, ces constats-là, que je vais approfondir par la suite pendant la conférence. Donc, le premier constat, c'est que les livres qui sont auto-publiés et auto-distribués au Québec sont pratiquement pas découvrables sur les plateformes que j'ai étudiées, ce qui soulève l'enjeu du manque d'accessibilité de tout le pan de la production éditoriale qui est issu de l'auto-édition et de l'autodistribution dans le commerce en ligne, mais qui souligne aussi par voie de conséquence, évidemment, l'importance du rôle des acteurs traditionnels du livre, là, que sont les éditeurs et les diffuseurs-distributeurs, dans la commercialisation des livres sur le web. Le deuxième constat que je vais présenter, c'est que les livres québécois sont globalement très peu représentés sur les plateformes de vente français. Ils sont pratiquement pas accessibles sur Amazon.fr et sont presque totalement absents de la Fnac.com. Ce constat-là soulève, quant à lui, l'enjeu de la distribution du livre québécois sur les sites transactionnels français et particulièrement la distribution des livres en format numérique sur ces sites. Le troisième et dernier constat, c'est que c'est assez difficile, voire impossible selon moi, d'avoir un portrait 100% fiable de la découvrabilité des livres québécois en ligne, étant donné que les métadonnées des livres sont gérées très différemment d'une plateforme à l'autre et que les techniques de moissonnage pour aller chercher ces données-là, pour être capable d'aller prélever ces métadonnées-là, c'est des techniques qui sont vraiment très complexes à réaliser. Évidemment, ça soulève un enjeu majeur pour la recherche en elle-même, mais ça soulève aussi, d'autre part, un défi important, à mon avis, pour la mise en marché des titres québécois en ligne. Mais avant de vous expliquer tout ça dans le détail et de vous présenter les données qui m'ont permis d'arriver à ces constats-là, je vais commencer par le commencement. Je vais vous présenter, en fait, les grandes lignes de mon projet de recherche. J'ai oublié de vous présenter, excusez, la slide du troisième constat. Donc, la problématique. Le sujet que j'aborde dans ma thèse, qui est celui de la découvrabilité, c'est un sujet qui a fait la une dans les dernières années, même si c'est souvent de façon assez indirecte ou pas nécessairement nommé comme tel comme étant la découvrabilité. Mais c'est un sujet qui a fait la une en raison notamment de la pandémie de COVID-19 dernièrement. On le sait, à cause des confinements, il y a plusieurs librairies qui ont dû fermer temporairement leurs portes, surtout pendant la première vague de COVID, ce qui a eu pour conséquence que les ventes de livres en ligne ont vraiment explosé, que ce soit via des sites transactionnels comme Amazon.ca ou leslibraires.ca, par exemple. Évidemment, le fait d'acheter des livres papier ou numériques en ligne, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau en soi. Au Québec, les éditeurs et les libraires ont commencé à faire leur propre site web et créer des boutiques en ligne au début des années 2000. Puis à ce moment-là, ils vendaient des livres essentiellement en format papier qu'ils postaient par la suite aux acheteurs. Et pour ce qui est de la vente des livres en format numérique, donc en format PDF, EPUB essentiellement, ça a vu jour plus particulièrement au début des années 2010.
au Québec, grâce à une structuration du marché qui a été propulsée par plusieurs acteurs du milieu, dont l'Association nationale des éditeurs de livres, l'ANEL, et l'entreprise de distribution de marque. Mais même si la vente de livres en ligne, ce n'est pas un phénomène récent en soi, le pourcentage de ventes réalisées sur le web, tout format confondu, c'était assez marginal au Québec jusqu'à très récemment. C'est assez difficile de chiffrer de façon précise ce pourcentage-là, étant donné qu'Amazon et plusieurs autres points de vente ne fournissent pas leurs données de vente, donc leur chiffre d'affaires. Mais on estime que, bon an, mal an, avant 2020, ces ventes représentaient environ 5 du marché du livre. Donc, il y avait environ 5 des ventes de livres au Québec qui étaient réalisées en ligne. Or, la pandémie a propulsé ce chiffre à près de 25 depuis 2020. Il n'y a donc jamais eu autant de gens qui achètent de livres en ligne que maintenant et la tendance semble vouloir se maintenir, du moins pour l'instant. Dans un contexte comme celui-là, où on constate un essor fulgurant de la vente en ligne, la question qui se pose plus que jamais et que je me posais déjà avant la pandémie, c'est est-ce que la culture québécoise parvient à se tailler une place dans le marché en ligne? Est-ce que les livres qui sont publiés en français au Québec savent trouver facilement leur chemin jusqu'aux lecteurs et aux lectrices dans cet univers globalisé et foisonnant du web? Donc, ces questions-là sont importantes parce qu'on ne magasine pas sur le site web d'une librairie en ligne comme on va aller bouquiner dans une librairie physique. Quand on est en librairie, on se promène à travers différents rayons, on va feuilleter des livres, on parle à des libraires. On regarde évidemment les livres qui sont mis en évidence dans les vitrines ou dans les présentoirs, là où vont se concentrer généralement les livres qui sont soit les nouveautés ou les meilleurs vendeurs. Mais c'est quand même facile d'aller au-delà de ces endroits-là et de se promener à travers les différents rayons de la librairie qui, eux, vont présenter une grande diversité de livres de fond. La sérendipité va donc s'activer assez naturellement, c'est-à-dire qu'on va découvrir par hasard des livres qu'on ne cherchait pas nécessairement, mais qui pourtant vont être capables de faire notre bonheur de lecteur. Donc, ils vont savoir combler nos attentes. Ces livres qu'on va découvrir de façon fortuite ont par ailleurs de grandes chances d'être québécois, étant donné que dans une librairie physique située au Québec, les livres qui sont publiés par des éditeurs québécois ont évidemment une place de choix. Mais qu'est-ce qu'il y en est sur les plateformes transnationales et sur les librairies en ligne? Est-ce qu'un lecteur qui va naviguer sur Amazon.ca, sur renombré.com, sur leslibraires.ca ou sur la FNAC, par exemple, vont être capables de parvenir à découvrir facilement du contenu québécois adapté à leur goût? Est-ce que ce même phénomène-là de la sérendipité va s'activer en faisant la part belle à nos livres d'ici? L'enjeu qui est soulevé ici, c'est, vous le savez, c'est celui de la découvrabilité. C'est un terme qui est utilisé depuis 2016 et dont la principale définition va comme suit. La découvrabilité d'un contenu dans l'environnement numérique, ça se réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche. Michel Rio et son équipe du laboratoire de recherche sur la découvrabilité, le LATIS, à l'UQAM, ils ont développé une méthode d'analyse de la découvrabilité dans les secteurs de la musique et de l'audiovisuel. Pour eux, la découvrabilité, ça peut se mesurer, donc on peut l'étudier à l'aide de 3 variables, c'est-à-dire d'abord la présence, ensuite la visibilité et la recommandation. Donc, autrement dit, pour être capable de mesurer la découvrabilité d'un contenu culturel en ligne, il faut pouvoir se demander essentiellement 3 choses. La première chose, c'est est-ce que le contenu est présent dans le catalogue de la plateforme? Parce qu'évidemment, si un contenu n'est pas présent, il ne pourra pas être découvert. Et donc, la présence, c'est comme le degré zéro, si on veut, de la découvrabilité. Ou en tout cas, c'est la toute première condition pour qu'on puisse parvenir, qu'un contenu puisse parvenir jusqu'au consommateur. Mais une fois que le contenu est présent dans le catalogue d'une plateforme en ligne,
Encore faut-il qu'il y ait suffisamment de visibilité sur la plateforme, en fait, pour qu'un consommateur qui va naviguer sur le site puisse être capable de le découvrir, puisse pouvoir en faire la découverte, même s'il ne le cherchait pas forcément. Et donc, quand on veut voir si un contenu est visible sur un site, on peut se demander si ce contenu-là apparaît sur l'une ou l'autre des parties d'un site web qui favorise généralement la mise en avant de certains contenus. C'est le cas, par exemple, de la page d'accueil, bien sûr, qui est comme la première vitrine de plateforme de vente d'un site web. Mais c'est le cas aussi quand on pense au site des librairies en particulier, des fameuses catégories en vedette, souvent il y a des bandeaux, des pages thématiques où il va y avoir des sections de palmarès des ventes ou des sections encore comme nos sélections ou nos coups de cœur. Bref, ici, la visibilité d'un contenu, ça va concerner tout ce qui a fait l'objet d'une curation de contenu, c'est-à-dire d'un travail éditorial de tri, d'organisation et de mise en avant de la part des gestionnaires humains de la plateforme de vente. La recommandation, quant à elle, ça va concerner davantage, et toujours selon le LATIS, ça va concerner surtout les contenus qui sont mis en avant dans les sections de recommandations qui sont automatisées. Donc, c'est-à-dire des sections qui vont être fondées sur le profilage de goût et sur les algorithmes de suggestion dans les sites. Quand on pense au site des librairies, ça va concerner les fameuses sections comme ici. Les clients qui ont vu cet article l'ont aussi vu. Les internautes ont aussi acheté. Les produits fréquemment achetés ensemble, les suggestions, etc. Et donc, toutes ces sections-là, dans le fond, ce sont des sections où le contenu est poussé de façon automatique en fonction de certains algorithmes qui ont été programmés dans la machine et non pas poussé en fonction d'une sélection qui aurait été établie par des êtres humains en chair et en os. Dans ma thèse qui cible le secteur de l'édition, je m'appuie donc sur cette méthode du LATIS, sur ces trois variables-là pour pouvoir mesurer le potentiel de découvrabilité des livres québécois en ligne. Pour pouvoir réussir une telle recherche empirique, j'ai d'abord constitué un corpus de livres à moissonner, donc à étudier. Un corpus qui concerne uniquement le secteur littéraire, donc surtout des romans, des pièces de théâtre, de la poésie et des recueils de nouvelles. Un corpus qui est édité uniquement par des éditeurs québécois, donc c'est-à-dire des éditeurs qui sont situés au Québec. Mon corpus est constitué de livres uniquement en français, mais en incluant les traductions. Et donc les titres parus sur 2 années au complet, c'est-à-dire en 2019, qui correspondait aux nouveautés au moment où j'ai commencé la collecte de données, et l'année 2015. Donc, tout ce qui est paru en 2015, qui concerne plus ici des livres de fond, même si on s'entend que c'est un fond assez récent. Finalement, les secteurs adultes et jeunesse sont étudiés et les formats papier et numérique, je pense qu'il et les formats papier et numérique sont considérés. Bonjour. Pas de problème. Je vais tester le temps. Pour réussir à établir la liste de tout ce corpus-là à étudier, j'ai travaillé avec les gens de la BPLF, qui est en fait la Société de gestion de la Banque de titres de langue française, qui m'ont gentiment donné accès à leur base de données bibliographique Memento, qui recense en fait à peu près tout ce qui est publié au Québec et qui est un outil indispensable pour les gens de l'industrie du livre. En sélectionnant tous les critères voulus dans Memento, dans la base de données, donc c'est-à-dire tous les livres québécois publiés en français pour les années 2019 et 2015, j'ai été capable de créer une liste, un corpus total de 3906 titres. Une fois que j'ai eu la liste de tous ces 3906 titres-là, donc les 3906 ISBN différents,
Là, maintenant, il fallait que je détermine sur quelle plateforme j'allais moissonner. Donc, j'allais étudier la présence, la visibilité et la recommandation de ces titres-là en ligne sur les sites transactionnels. J'ai choisi d'examiner en fait les 3 grands types de points de vente qu'on retrouve en ligne dans le secteur de l'édition, soit les plateformes transnationales, les chaînes de librairies et les librairies indépendantes. Ça me permet, il me semble, d'avoir un portrait assez vaste et diversifié du marché du livre en ligne. Et étant donné aussi que... Bonjour. Bonjour. Oui, et donc, étant donné aussi qu'on ne peut pas vraiment faire l'économie du marché mondial et de l'exportation quand on veut étudier la place de la production littéraire du Québec en ligne, j'ai décidé aussi d'étudier la découvrabilité de mon corpus, donc des presque 4000 titres, à la fois sur des plateformes nationales, locales, mais aussi sur des plateformes françaises, la France étant bien évidemment le marché d'exportation le plus important pour les livres québécois. Mon plan idéal serait donc d'étudier mon corpus, donc de moissonner tous mes titres sur 6 plateformes, sur Amazon.ca, Amazon.fr, Renombré.com, lafnac.com, leslibraires.ca et leslibraires.fr. Mais malheureusement, pour plusieurs raisons d'ordre technique et financière, je n'ai pas pu analyser leslibraires.fr. Et donc, ma recherche s'est concentrée essentiellement sur les 5 plateformes que vous voyez à l'écran. Pour voir dans quelle proportion les presque 4000 titres de mon corpus sont présents, sont visibles et recommandés sur les plateformes en ligne, donc de quelle manière ils sont visibles, de quelle manière ils sont recommandés à travers les différentes sections de recommandation, entre autres. J'ai fait appel à Christian Roy et à son outil de moissonnage de données qu'il a développé, donc un web scrapper et qui s'intitule Hercule. Cet outil-là, en fait, cet outil de moissonnage, le web scrapper, c'est un outil qui va se brancher sur les sites web des sites de librairie, entre autres, et qui permet d'aller extraire toutes les données relatives aux livres présents dans le catalogue de ces dernières. Par exemple, si je veux voir si un titre est présent sur, ou par exemple, si le titre La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette va être présent sur les plateformes que je vais utiliser, ben, il suffisait d'aller dans Hercule, dans le compte actif que j'avais en mon nom, d'aller activer les librairies que je voulais moissonner, donc que je voulais étudier, d'entrer ensuite l'ISBN du titre en question, du titre que je veux étudier. Ensuite, Hercule allait, en activant les robots de moissonnage, Hercule allait récolter, moissonner toutes les données présentes pour la fiche livre de ce titre-là sur chacune des plateformes que j'avais activées. Et toutes ces données-là qui étaient récoltées, qui étaient moissonnées, m'étaient ensuite présentées dans un tableau de bord en ligne de façon détaillée. Et des données aussi que je pouvais exporter en fichier Excel. Dans mon tableau de bord en ligne, ce que je voyais, c'était parmi toutes les métadonnées qui étaient récoltées et que je pouvais analyser. C'était entre autres, si je regardais, mettons, sur un point de vente, ici sur Amazon Canada, ce que je pouvais voir, c'était bien le statut pour la femme qui fuit. Donc, c'est-à-dire, est-ce que le titre a été trouvé, est-ce qu'il est présent ou non sur le catalogue. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, le titre il est trouvé, donc c'est-à-dire qu'il est présent sur Amazon.ca. Je pouvais voir, par exemple, les notes moyennes des clients qui ont été attribuées à ce livre-là sur Amazon.ca. Donc ici, on voit que c'est en moyenne, les clients ont noté ce livre de 4,6 étoiles sur 5. Je pouvais voir le nombre de clients qui ont noté le titre au moment du moissonnage, évidemment. Les sujets et les rangs dans lesquels le livre a été classé dans l'arborescence du site d'Amazon. C'est-à-dire, je pouvais voir dans quelle catégorie le livre a été classé, donc dans le catalogue. Et pour chacune des catégories, je pouvais voir le rang dans les ventes que le titre occupe. Donc, si on regarde, par exemple,
Dans la catégorie roman français, le livre La femme qui fuit se classe au 55e rang dans les ventes pour cette catégorie-là. Mais dans la catégorie books, où il est aussi classé, ben là, il va être au 240 542e rang. Et donc, je pouvais voir ce genre de données-là, mais aussi les détails de chaque métadonnée, comme le titre, par exemple, le nom d'auteur, le résumé, la description. Donc, vraiment dans la fiche livre sur le site d'Amazon, tel quel, comment exactement les métadonnées sont présentées pour ce livre-là. Et ce, pour chacune des formats dans lesquels le livre est vendu sur la plateforme. Le tableau bord me permet aussi de comparer une métadonnée précise entre les différentes plateformes de vente en ligne. Par exemple, si j'allais dans l'onglet page couverture, bien là, j'étais capable de voir sur chacune des plateformes, dans le fond, quelle page couverture était affichée pour chacun des livres. Et comme vous pouvez le voir, là, si on prend une rangée de livres, j'étais capable de voir si la page couverture utilisée, donc la vignette du livre, était la même pour chacune des plateformes et s'il y en avait une aussi, ce qui n'est pas toujours le cas, comme on peut voir dans l'exemple ici. Toutes ces données-là étaient exportables aussi dans un fichier Excel, comme je le disais, où je pouvais voir toutes les métadonnées libraire par libraire ou dans un autre onglet, dans le fond, par type d'information, donc c'est-à-dire par exemple ici comment le titre est classé, comment le titre est présenté sur chacune des plateformes, comment le nom d'auteur est présenté, etc. Et donc, évidemment, vous comprenez avec cet exemple-là que je ne me suis pas contentée de moissonner juste un titre, mais bien, comme je le disais tout à l'heure, presque 4000. Il faut noter aussi qu'après une phase de test que j'ai réalisée à l'automne 2019 sur un petit échantillon de 100 titres, il y a plusieurs ajustements qui ont dû être faits dans Hercule pour que je sois capable d'aller moissonner certaines données de recommandation qui étaient jusqu'alors pas moissonnées par l'outil. C'était le cas, entre autres, des sections de recommandations, comme les clients qui ont vu cet article ont aussi vu, les internautes ont aussi acheté, les produits fréquemment achetés ensemble et les suggestions. C'était le cas aussi pour les commentaires laissés par les utilisateurs sur les sites des plateformes, que j'ai été capable d'aller moissonner. Donc, j'ai été capable d'aller extraire ces données-là en les anonymisant pour pouvoir les conserver. C'était le cas aussi pour les sections comme, dans le fond, tous les boutons ou les mentions de type j'aime, les fameux oui, par exemple sur les libraires ou encore les coups de cœur de Renaud Bré. Donc, toutes ces petites mentions-là qui donnent une certaine visibilité à certains titres, j'ai été capable d'aller les extraire pour voir, dans le fond, quels titres obtiennent peut-être un petit peu plus de visibilité que d'autres ou ont été marqués d'une certaine manière par les libraires. Et enfin, j'ai été capable d'aller chercher aussi, donc on a contribué, on a travaillé pour que les robots soient capables d'aller chercher les sections du type un mot de l'auteur ou en tout cas toutes les biographies des auteurs quand il y en a une de présentée sur le site. Et donc, j'avais demandé à Christian Roy d'ajouter toutes ces composantes-là dans Hercule avant qu'on puisse procéder à la collecte de données principale pour être capable d'analyser tout ce type d'informations-là, qui est crucial pour être capable de mesurer, entre autres, la recommandation et la visibilité des titres en ligne. Il fallait également ajouter, donc programmer toute la collecte de données sur leslibraires.ca, qui était à ce moment-là un point de vente qui n'était pas pris en charge par Hercule. Et donc, il a fallu faire un gros travail de programmation pour pouvoir que les robots de moissonnage puissent aller sur leslibraires.ca récolter toutes les données. Une fois que tous ces ajouts-là ont été faits, tout ce travail de programmation-là a été fait, les 3906 titres de mon corpus ont été moissonnés à 3 reprises. Donc, j'ai fait 3 moissonnages sur une fréquence mensuelle, donc une fois par mois, sur une période de 3 mois entre mars et mai 2020. Et c'était juste avant mon départ en congé de maternité. Un an plus tard, quand je suis revenue de congé, là, je me suis ramassée, dans le fond, avec des tonnes et des tonnes de données, donc toutes les métadonnées de chacun des titres sur chacune des plateformes. Et il fallait que je puisse analyser tout ça.
les données étaient tellement volumineuses, j'en avais tellement qu'elles ne pouvaient pas être contenues dans un seul et même fichier Excel. Les résultats de la collecte étaient donc répartis entre 6 fichiers Excel distincts, donc 6 immenses fichiers Excel. Et le gros défi que je devais maintenant affronter, c'était comment faire pour analyser tout ça, comment faire pour colliger tout ça et faire des requêtes informatiques. Et donc, l'autre problème aussi qui se posait, outre la quantité de données analysées, c'était comment faire pour réussir à faire des requêtes informatiques sur des données brutes qui n'étaient pas uniformes. Parce qu'en général, il faut dire qu'une même donnée qui a été moissonnée sur chacune des 5 plateformes à l'étude était généralement, ou en tout cas pouvait être déclinée en plusieurs variations. Par exemple, si on reprend l'exemple de l'affaire qui fuit, le titre pouvait avoir été affiché de 3 ou 4 manières différentes sur les sites transactionnels, si bien que dans mes données Excel ou dans mon tableau bar sur Hercule, c'était très difficile, voire impossible de pouvoir faire des requêtes pour être capable d'aller chercher les mêmes informations sur un titre, par exemple. Et donc, il fallait que je me dote d'une base de données qui pourrait regrouper toutes les données issues des 3 moissonnages effectués par Hercule et dans laquelle toutes les données seraient uniformisées, mais de façon automatique, puisque manuellement, ça m'aurait probablement pris 10 ans, si c'est pas plus. Et c'est grâce au GREC et à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Sherbrooke qui a lancé une nouvelle plateforme en humanité numérique que j'ai pu réaliser ce travail-là de création d'une base de données. J'ai donc passé une bonne partie de l'été dernier et de l'automne à travailler avec un analyste pour pouvoir mettre sur pied une base de données en langage R, donc une base de données dans laquelle on a exporté toutes mes données de moissonnage. On a ensuite fait un gros travail de nettoyage pour être capable d'aller uniformiser toutes ces données-là, ce qui me permet maintenant de réaliser des requêtes d'analyse que je souhaite faire, donc de faire toutes les requêtes que je souhaite. Mais avant de pouvoir faire ces requêtes-là, il a fallu que je laisse mon chapeau littéraire de côté pendant un certain temps et que j'enfile un chapeau de programmeuse, une informaticienne, histoire de me plonger dans l'apprentissage du langage R, qui est le langage de programmation utilisé pour être capable d'aller faire du data mining, donc de l'exploration de données dans la base de données que j'avais constituée. C'est maintenant chose faite, et même si je suis vraiment encore loin d'être une spécialiste de la chose, mais en tout cas, j'ai pu remettre mon chapeau littéraire et me replonger tranquillement dans l'analyse de mes données. C'est pas mal là où j'en suis rendue dans mes démarches à l'heure où on se parle. Et donc, vous comprendrez que même si ça serait tardé, je n'ai pas encore de résultats exhaustifs à présenter sur ma recherche. L'analyse est encore en cours, mais histoire de ne pas trop vous laisser sur votre faim, je vais quand même vous exposer les principales interrogations qui m'occupent pendant que je suis en train de faire cette analyse-là. D'abord, pour ce qui est de l'analyse de la présence, vous vous souvenez la première des 3 variables identifiées par le lattice. Dans le fond, l'analyse de la présence se fait essentiellement en répondant aux questions suivantes. Parmi les titres moissonnés, donc parmi les 3906 titres que j'ai moissonnés, lesquels sont présents et lesquels sont absents des plateformes. En dehors du ratio présent-absent, ce qui m'intéresse surtout ici, c'est les absents, en fait, et la raison de ces absences-là. Est-ce que certains titres sont absents des plateformes, de telle ou telle plateforme, en fait, simplement parce qu'ils ont été mal référencés? Est-ce que c'est plutôt à cause d'ententes de distribution particulières ou à cause de certains types de contrats, par exemple des contrats de coédition? Donc, à elle seule, l'analyse de la présence, ça peut en dire assez long sur les différentes dynamiques de commercialisation qui ont cours dans le marché du livre en ligne. La deuxième variable, donc pour ce qui est de la visibilité, l'analyse peut se faire en répondant à des questions comme comment les métadonnées des titres sont-elles présentées sur les sites? Est-ce que ces métadonnées-là sont complètes, incomplètes? Est-ce qu'elles sont justes, erronées? Est-ce qu'elles sont totales, partielles? On peut se demander aussi, est-ce que les titres qui ont des métadonnées plus complètes vont avoir tendance à obtenir un meilleur rang
des meilleures notes, voire peut-être plus de commentaires ou des meilleurs commentaires en fait des consommateurs que les titres qui auraient moins des métadonnées moins complètes, par exemple. L'intérêt ici, c'est d'être capable de voir l'impact réel, donc vraiment très concret, des métadonnées dans la découvrabilité des titres. Si j'arrive à constater, par exemple, qu'il y a une corrélation directe entre la richesse des métadonnées d'un côté et le nombre de recommandations ou le nombre de notes ou de commentaires positifs pour un titre, ben, ça permettrait de démontrer de façon vraiment très claire, très concrète, l'importance de bien documenter les métadonnées en ligne. Et ça permettrait aussi peut-être de voir quelle métadonnée est particulièrement importante dans la découvrabilité des titres québécois. Ça pourrait aussi mettre au jour le rôle que peuvent jouer les éditeurs et les différents acteurs dans la chaîne du livre québécoise, parce que si on sait sur quelles métadonnées travailler particulièrement pour être capable d'obtenir plus de visibilité, plus de recommandations, ben là, on pourrait voir qui pourrait se charger de travailler sur ces métadonnées-là ou augmenter ou s'assurer du moins que ces métadonnées-là soient bien présentes pour chacun des titres. Enfin, pour ce qui est de la recommandation, donc la troisième variable, là, il s'agit ici surtout de répondre à des questions comme dans les sections du type produits fréquemment achetés ensemble, les clients qui ont vu cet article ont aussi vu, etc. Ben, dans quelle mesure les titres québécois sont-ils représentés dans ces sections-là? Et quel type de livres québécois sont représentés aussi? Est-ce qu'il s'agit toujours des mêmes grands vendeurs ou est-ce qu'on présente un contenu qui pourrait peut-être être relativement diversifié, voire niché? On ne sait pas. On peut voir aussi, est-ce que les titres québécois qui sont recommandés, donc qui sont poussés par les algorithmes de recommandation, sont pertinents? Est-ce que, par exemple, on va nous proposer du polar quand on est en train de consulter la fiche livre d'un polar, ou est-ce qu'on va tendre que les algorithmes nous vont pousser du contenu de façon assez aléatoire? Ici, l'analyse va permettre surtout d'évaluer l'efficacité des algorithmes de recommandation, puis de voir dans quelle mesure ces algorithmes-là ont un impact sur la découvrabilité des livres québécois. Mais c'est aussi une section, donc une partie d'analyse qui va permettre d'illustrer concrètement la place de la littérature québécoise dans toute la masse de contenus diversifiés qu'on retrouve en ligne et qu'on va pousser vers les consommateurs. Même si l'analyse de tout ça est encore en cours, j'ai déjà un portrait assez clair de ce qui ressort pour la première des trois variables, donc c'est-à-dire pour l'analyse de la présence. Du moins, j'ai pu dégager trois constats qui me semblent assez clairs ou assez justes à ce niveau-là. Et donc, en dernier point de la conférence d'aujourd'hui, revoici les trois constats que je vous avais énumérés au début. Et je vais maintenant prendre le temps d'approfondir davantage les trois constats que j'avais présentés. Je vais d'abord vous présenter les pourcentages de présence et d'absence sur les plateformes nationales locales. Le ratio présent-absent pour chacun des points de vente va comme suit. Donc, pour la moyenne des trois moissonnages que j'ai effectués pour les corpus de 2015 et 2019, donc c'est-à-dire pour les presque 4000 titres québécois, il y a 85% de ces titres-là qui étaient présents sur Amazon.ca pour 15% d'absents. Sur Anobré.com, on avait 93% des titres qui étaient présents pour 7% d'absents. Et sur leslibraires.ca, c'est là où on retrouve le plus haut taux de présence avec 96% de présents et 4% d'absents. La première chose que j'ai pu observer en faisant l'analyse de ces données-là, c'est que les livres qui sont auto-publiés et auto-distribués au Québec sont pratiquement pas découvrables sur les plateformes étudiées. En effet, quand je me suis penchée sur ces ratios-là de présence et d'absence, et en me demandant pourquoi, qu'est-ce qui explique que certains titres soient absents des plateformes, je me suis demandé, entre autres, qu'est-ce qui explique l'écart relativement important entre, d'une part, Amazon.ca
qui a 85 d'absence, et d'autre part, Renaud-Bré et les libraires qui ont 96 et 93 de présence. Je m'attendais au départ à ce que les taux de présence d'absence soient quand même similaires entre les trois plateformes nationales, locales. Or, ce n'est pas le cas. Et en me demandant pourquoi, en regardant les titres des livres qui figurent parmi les absents des plateformes, j'ai constaté qu'il y a une très grande proportion de ces accents-là qui sont distribués par de petites structures de distribution, souvent hybrides, dont le mode de fonctionnement est à mi-chemin entre l'édition traditionnelle et le compte d'auteur. C'est notamment le cas pour Distribuer et Bouquinbec, qui combinent à eux deux presque la moitié, ou en fait un peu plus de la moitié des cas d'absence sur Amazon.ca. Suivent de très près les nombreux éditeurs autodistribués qui, eux aussi, sont largement absents de la plateforme transnationale. À quelques rares exceptions près, presque tous les titres de mon corpus qui sont distribués par les principaux diffuseurs-distributeurs au Québec, comme Dimédia, ADP et Socadis, presque tous ces titres-là sont présents sur Amazon.ca. J'ai donc contacté Distribuer Livre et Bouquinbec pour leur demander pourquoi leurs titres sont si peu présents sur les points de vente et particulièrement sur Amazon.ca. Et ce qu'on m'a dit, en fait, ce qu'on m'a répondu, c'est que dans ces industries-là, dans ces compagnies-là, on laisse aux auteurs et aux autrices la liberté de vendre leurs livres eux-mêmes sur la plupart des points de vente, notamment sur Amazon. Et donc, clairement, à la lumière de mes données de recherche, il y a très peu d'auteurs et d'autrices autodistribués qui choisissent de vendre sur Amazon.ca ou, si jamais ils le font, en tout cas, les robots de moissonnage d'Hercule ne les ont pas trouvés. Et donc, c'est qu'il y a peut-être un souci au niveau de la façon dont les métadonnées ont pu être intégrées par les auteurs, les autrices eux-mêmes et elles-mêmes sur la plateforme. Dans tous les cas, ces résultats-là soulèvent l'enjeu du manque d'accessibilité de tout ce pan-là de la production éditoriale issue de l'auto-édition et de l'autodistribution dans le commerce en ligne. En soi, ce n'est pas tellement différent de ce qu'on retrouve dans le marché traditionnel du livre. En général, les livres qui sont auto-édités et auto-publiés et qui s'inscrivent donc d'une certaine manière en marge de la chaîne du livre sont généralement moins accessibles en librairie physique que les livres qui, eux, sont produits par des éditeurs professionnels et distribués par des diffuseurs-distributeurs professionnels. Mais ce qui m'étonne dans ces données-là, c'est que dans l'environnement numérique, le phénomène de l'auto-édition prend de plus en plus d'ampleur et on a souvent dans l'idée que c'est beaucoup plus facile, ou en tout cas que c'est plus facile que jamais pour les auteurs et les autrices d'utiliser tous les outils numériques qui sont disponibles et qui sont souvent gratuits et accessibles à tous. On peut penser par exemple à KDP, de Kindle Direct Publishing, par exemple, c'est juste un exemple. Mais donc, tous ces outils-là qui permettent d'éditer, de distribuer facilement les livres et qui favorisent un essor assez important de l'autodiffusion, de l'autodistribution, eh bien, ce phénomène-là de désintermédiation, donc de passer outre les éditeurs et les distributeurs professionnels, c'est souvent représenté comme un enjeu majeur dans le système livre actuel. Finalement, c'est peut-être moins inquiétant que ce qui nous paraît, puisque à la lumière de mes résultats de recherche, c'est assez clair en fait que les acteurs traditionnels du livre, que sont les éditeurs et les distributeurs, ont un rôle fondamental à jouer dans la commercialisation des livres sur le web, étant donné que les livres qui sont publiés par leurs soins et qui sont distribués par leurs soins sont davantage découvrables que les autres. Le deuxième constat, donc la deuxième chose importante que j'ai pu constater en analysant la présence de mon corpus sur les 5 points de vente en ligne, c'est que les livres québécois sont globalement très peu représentés sur les sites français. Ils ne sont presque pas accessibles sur Amazon.fr. Ils sont presque totalement absents de la Fnac.com, comme vous pouvez le voir avec ces données-là.
Sur les 3906 titres québécois que j'ai étudiés, il y en a seulement 63% qui étaient présents sur Amazon.fr contre 37% d'absents. Alors que sur la FNAC, c'est là qu'on retrouve, et de très loin, le taux de présence le plus faible, avec seulement 14% de présents pour 86% d'absents. Ça soulève l'enjeu de la distribution des livres québécois sur les sites transactionnels français. Et particulièrement, comme je disais d'entrée de jeu, ça soulève en fait l'enjeu de la distribution des livres en format numérique sur ces sites. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs éditeurs québécois conservent la responsabilité de la vente en France pour ce qui est des titres numériques. Si bien que les éditeurs peuvent eux-mêmes aller activer les différents points de vente comme Amazon.ca en même temps qu'Amazon.fr quand ils sont dans le tableau de bord de leur distributeur numérique, comme de marque ou ADP numérique, par exemple. Donc, les éditeurs peuvent aller activer Amazon.fr s'ils veulent distribuer leurs livres sur cette plateforme-là. Mais dans d'autres cas, en revanche, les éditeurs sont responsables uniquement d'Amazon.ca et c'est le distributeur français qui doit ouvrir le point de vente sur Amazon.fr. Et donc là, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que les distributeurs français vont systématiquement avoir tendance à aller ouvrir Amazon.fr comme point de vente pour les livres québécois ou non? Et peut-être que c'est ce qui pourrait expliquer une partie des absences sur Amazon France. En ce qui concerne le taux de présence incroyablement bas de la FNAC.com, on pourrait être porté à croire que les cas de coédition, par exemple, où l'éditeur ne possède pas les droits territoriaux sur un titre et donc ne pourrait pas vendre ce titre-là en France, ça pourrait expliquer peut-être en partie le taux d'absence. Mais si c'était juste, si on tenait juste à ça, ben, forcément, on aurait un taux de présence et d'absence quand même similaire entre Amazon.fr et la FNAC.com, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et donc, la seule hypothèse que j'ai pour le moment qui m'a été proposée par Clément Laberge, ça se trouve une fois de plus du côté du format numérique et de la méthode aussi de collecte de données que j'ai utilisée. Sur Amazon, si un livre est disponible seulement en format numérique, mais qu'on fait une requête à partir de l'ISBN, donc qui est l'identifiant unique du livre, si on prend juste l'ISBN papier d'un livre, Amazon va quand même être capable d'aller trouver le titre numérique, étant donné qu'Amazon lit les formats entre eux au sein de la plateforme. Et il va être capable d'utiliser comme clé l'ISBN imprimé, même si le livre sur Amazon va être disponible seulement en numérique, par exemple. En revanche, sur la FNAC, il se pourrait que ce ne soit pas le cas et que les formats ne soient pas liés entre eux dans le système informatique de la plateforme. Or, puisque les ISBN qui ont été utilisés dans Hercule pour faire le moissonnage étaient en grande majorité les ISBN papier, il se pourrait que ça explique le grand taux d'absence sur la FNAC.com qui n'aurait peut-être pas été capable d'aller chercher la présence des titres en format numérique. Pour être capable de vérifier ça, il va falloir que je fasse plusieurs vérifications manuelles en allant entrer un par un plusieurs titres dans le moteur de recherche du site de la FNAC. Et donc, pas passer par les ISBN, mais vraiment par les titres cette fois, pour être capable d'aller voir si certains titres qui sont affichés comme étant absents dans mes données sont peut-être finalement présents sur le site de la FNAC, mais dans un format autre que le format papier. Voilà, et donc ça, il me reste à faire cette vérification-là. Ce problème-là, si on veut, ça m'amène au troisième constat, qui est de dire que, en fait, j'ai pu établir avec l'analyse que j'ai faite jusqu'ici que c'est assez difficile, voire impossible, d'avoir un portrait 100% fiable et exhaustif de la découvrabilité des livres en ligne, étant donné, comme je l'ai dit en début de conférence, que les métadonnées des livres sont gérées très différemment d'une plateforme à l'autre et que les techniques de moissonnage pour aller prélever les métadonnées sont très complexes à réaliser.
le fait de pouvoir utiliser un identifiant unique, qui est ici l'ISBN, pour être capable d'aller repérer puis moissonner automatiquement des titres en ligne avec le robot de moissonnage, ça peut donner une fausse impression d'exhaustivité quand on fait la collecte de données. En tout cas, ça donne certainement l'impression qu'on est capable d'aller chercher de manière très simple et infaillible toutes les données associées à un ISBN en ligne. En gros, on va dire que si on donne un ISBN au robot de moissonnage, les robots vont être capables d'aller chercher les données. Si les robots ne sont pas capables d'aller chercher, de trouver un ISBN en ligne, on va se dire qu'automatiquement, ça veut dire que le livre n'est pas présent sur la plateforme. Or, comme j'ai pu le souligner précédemment, ce n'est pas tout à fait le cas. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'un titre pourrait être présent sur les plateformes, même si son ISBN n'a pas pu être repéré dans le moissonnage. Et ça soulève un enjeu majeur pour la recherche d'une part, mais ça soulève aussi un défi important pour la mise en marché des titres québécois en ligne, puisqu'on voit que c'est assez complexe finalement de s'assurer que toutes les métadonnées soient bien intégrées et bien adaptées à chacune des plateformes numériques disponibles. En somme, comme vous pouvez le voir avec ces brefs éléments d'analyse, c'est ce premier dépouillement de recherche. Le chantier de recherche qui est le mien est assez prospectif et il y a beaucoup de choses qui restent à construire, qui restent à faire. Mais j'ose espérer que la présentation que j'en ai faite aujourd'hui peut peut-être inspirer d'autres étudiants, d'autres étudiantes à poursuivre ou à se lancer en tout cas dans ce genre de travaux-là pour être capable d'étudier la place du livre québécois dans l'environnement numérique. Donc, je vous remercie.